Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci pour votre patience. Merci pour être une fois de plus là afin d'écouter la deuxième partie de cette rubrique relative, effectivement, au drapeau sécessionniste ambazonien que nous avons vu à l'écran de la chaîne TV française TV5 Monde il y a quelques jours. Et j'essayais, dans la première partie, de vous donner les éléments sur lesquels la France appuie pour exprimer cette arrogance maléfique, cette arrogance cynique, car ceci, par conviction et par observation empirique, a été fait à dessein par la France. Ce ne fut pas une erreur selon moi, selon l'objectivité, selon l'historicité des relations France et les pays détenteurs ou alors utilisateurs du CFA, France CFA, cette maudite monnaie. Alors, là, je restais sur la cinquième raison, les données, les data. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, sachez pour ceux qui ne le savent pas, pour la gouverne de ceux qui ne le savent pas, le leader camerounais de la téléphonie mobile et quasiment du mobile money inclus, à l'instant où je vous parle, c'est Orange Cameroun. Bien que MTN revendique parfois le leadership, mais d'après l'agence Ecofin, qui est effectivement une plateforme d'observation et d'analyse des données économiques en Afrique, agence Ecofin, d'après cette agence, c'est Orange Cameroun qui est le leader camerounais de la téléphonie mobile. Et bien sûr, mobile money inclusif. Orange Cameroun seul détient au Cameroun plus de 11 millions d'abonnés, près de 12 millions, plus de 11 millions d'abonnés. 11 millions sur une population estimée, parce que le dernier recensement au Cameroun date énormément. Une population estimée à 28 voire 30 millions. Quand une entreprise seule, qui n'est pas une entreprise nationale, mais une entreprise française, par exemple, en l'occurrence, détient les données, c'est-à-dire nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, âge, sexe, de plus de 11 millions sur 30 millions à peu près d'habitants d'un pays, mes chers amis, c'est grave. Ne négligeons jamais ces aspects. Car dans d'autres cieux, ici en Allemagne où je me trouve, bien sûr, Vodafone peut être le leader de la téléphonie mobile, par exemple. Vodafone qui est une entreprise anglaise. Mais parce qu'on est dans un pays sérieux, un pays gouverné sérieusement, comme la République fédérale d'Allemagne, Vodafone ne peut pas se permettre n'importe quoi. Ces mouvements sont surveillés. Mais au Cameroun, qui surveille quoi? Lorsque même les produits alimentaires qui entrent par le port venant de toutes les régions du monde, on ne peut pas, on n'a pas de laboratoire connu, hyper sophistiqué, qui font régulièrement, je dis bien régulièrement, l'analyse des produits alimentaires de première nécessité que nous importons d'Asie, d'Europe et partout. On n'en a pas. Au Cameroun, on n'en a pas. Et si quelqu'un me disait qu'on en a, ce laboratoire ne fait pas régulièrement des prélèvements et des analyses pour la sécurité sanitaire. C'est juste un élément, juste que j'évoquais en passant. Mais restons sur Orange Cameroun. Avec plus de 11 millions d'abonnés, avec toutes les données, si la France voulait déstabiliser le Cameroun, il suffirait simplement que la France demande à Orange Cameroun, qui lui appartient, d'envoyer des messages bien spécifiques, que la France demanderait, je reste au conditionnel, d'envoyer des messages bien spécifiques pour créer, comment dire, une panique générale parmi 11 millions d'abonnés. C'est facile dans le monde, on l'a vu. On a vu les élections aux États-Unis, comment à travers les Russes qui ont été suspectés par les États-Unis, vrai ou faux, je ne sais pas, je reste quand même prudent, d'avoir influencé les élections présidentielles dans le pays le plus économiquement et militairement dans tous les cas, oui, mais économiquement supposé le plus puissant du monde, les États-Unis d'Amérique. Les Russes, d'après les Américains. Donc, vous voyez qu'avec les données, avec la cybercriminalité aujourd'hui, et on parle aujourd'hui ici du mobile, Orange Cameroun, on est capable de faire des choses, comment dire, ignominieuses. On peut déstabiliser des États aussi fragiles comme les nôtres
Il suffit seulement d'un coup, ça va aller très vite. Donc pour la gouverne de ceux qui sautent sur les toits pour chanter que nous sommes souverains, il faut aller à l'école de la formation citoyenne. Comme certains de nos frères et sœurs en Afrique de l'Ouest, dans les pays comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ils l'ont fait pendant des années. Ils ont préparé la jeunesse, formé la jeunesse citoyennement, afin qu'effectivement, ces hommes en âme puissent faire ce qu'ils font là pour le bien-être de leur population dans les pays de l'AES, l'Association des États du Sahel. Ces 3 pays, qui est une association pour l'instant de défense territoriale, mais et politique bien sûr, mais qui va muter bientôt, et j'en suis convaincu, à une association économique au détriment du franc CFA. C'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, faisons très attention. Quand on parle de souveraineté, il faut qu'on sache de quoi on parle. Ces militaires au Mali, au Burkina Faso et au Niger, afin que un homme en tenue puisse décider avec un autre groupe de prendre le pouvoir pour changer le destin d'un peuple, il faille que ces hommes en tenue se rassurent qu'ils ont le bouclier, la protection la plus solide, la carapace, le cuirassé le plus solide, dur, dont la dureté, l'essai de dureté, Rockwell, est à un niveau quasiment de 120-150. HRC, Rockwell, l'unité de dureté des métaux. Oui, il faut qu'ils soient sûrs qu'ils ont une population formée politiquement, une population qui est constituée en majorité de citoyens et non d'habitants. De citoyens. Parce que c'est leur seul bouclier. Lorsqu'ils prendront le pouvoir pour se détacher de la prédation occidentale et pour œuvrer au bien-être des populations. Le seul bouclier qu'ils auront, c'est la population. Et ça marche au Mali, ça marche au Burkina, ça marche au Niger. Car au début de cette révolution citoyenne, je connais beaucoup des pseudo-analystes africains qui nous disaient que ça c'est rien, ils vont tomber et ça ne va rien donner. J'ai dit des analystes africains, des gens qui ont des publications littéraires pourtant, qui sont censés être des intellectuels, qui dénigraient M. Assimi Goïta, son excellence, qui dénigrait Traoré, le jeune capitaine, qui dénigrait tout ça au Niger, disait que ça ne fera pas long feu. Le Mali, le Niger, le Burkina avancent dans le processus de souveraineté. Ils sont très loin, ils ont déjà une longueur d'avance. Voilà, ce sont des faits incontestables, car ce qu'ils ont pu faire en termes d'actes, il y a beaucoup de nos aînés qui ont souhaité voir dans un pays africain un ambassadeur français être renvoyé chez lui, mais ne l'ont pas vu de leurs yeux, car passé de vie à trépas, hélas. Mais quand nous sommes témoins oculaires, auriculaires de ces actes dans le cadre de l'AES, mes chers amis, je ne peux être que heureux. Et je remercie le Seigneur chaque jour de me permettre de voir une partie de l'Afrique noire au sud du Sahara, d'expression française, qui cherche à sortir de l'enclos, de la camisole de force imposée par l'impérialisme. Ça fait plaisir et ça me donne une joie immense. Et je remercie le Créateur de l'univers pour cela chaque jour. Alors, quand j'ai dit cela, j'ai parlé d'Orange Cameroun, qui est effectivement une succursale d'Orange France et qui serait capable de déstabiliser le Cameroun seulement à travers les données. Qui serait capable, je reste toujours conditionnel, s'il voulait, si la France politique, la France de l'oligarchie, la France des stratégies machiavéliques et sataniques, oui, voulait, elle pourrait. Elle pourrait, parce qu'elle a tellement d'atouts. Elle a tellement d'atouts. Alors, je passe au 5e élément très important. Je passe au 5e élément. Le Nozo. Le Nozo, c'est le 5e élément. C'est-à-dire le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, qui est en guerre armée depuis au moins 2016. Du moins, de manière officielle, 2016. On a vu se muter une revendication pacifique à une revendication armée. Vers une revendication armée au Nozo. C'est-à-dire des hommes en armes ont pris les armes dans le Nozo pour revendiquer la sécession de cette région du Cameroun et tuant ainsi
des centaines de nos forces de défense, nos forces de sécurité et de défense et des citoyens innocents. Et ceci des milliers déjà morts. Des deux côtés, bien sûr. Tant des sécessionnistes ambazoniens que de la population civile et des hommes en armes. Des milliers, au moins, d'après les données des organisations internationales, on est au moins à plus de 3000 morts depuis 2016 dans ces régions du Nozo, nord-ouest et sud-ouest du Cameroun. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le Nozo, sachez-le si vous ne le saviez pas. Si ça ne dépendait que des États-Unis, le Nozo serait déjà coupé, aurait déjà proclamé son indépendance de la France, du Cameroun autant pour moi. Si ça ne dépendait que des États-Unis d'Amérique. Mais les États-Unis ne l'ont pas encore fait. Parce que la France sert toujours d'intercesseur auprès des États-Unis. Dans le jeu des détenteurs du droit de veto, je l'ai toujours dit, hormis les deux États que sont la Chine et la Russie, qui sont toujours des prédateurs, je le dis, mais au moins ces deux, dans le cadre des États faibles, entre guillemets, militairement et économiquement, qui veulent se libérer et qui cherchent leur souveraineté, ces deux États détenteurs du veto, que sont la Russie et la Chine, sont des opportunités temporelles et temporaires. Ils ne peuvent pas être des alliés indéfinis. On peut les utiliser de manière temporaire pour asseoir une certaine base de souveraineté. Et c'est ce que les États de l'AES sont en train de faire. L'Association des États du Sahel. Les trois États, Mali, Burkina Faso et Niger. Ils sont sur ce chemin. Ils ont compris les enjeux. Or, les trois autres des 5 détenteurs du veto, que sont les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France, oui, si ça ne dépendait que des États-Unis, le Nozo serait déjà coupé du Cameroun et serait déjà indépendant. C'est parce que la France a des intérêts majeurs. La France ne veut pas être troublée dans ses intérêts pétrolifères dans cette zone qu'elle intercède auprès des États-Unis pour baisser, pour freiner la vitesse. Oui, c'est de ça qu'il s'agit surtout. Sachons-le, c'est très important. Il s'agit de la géopolitique forte, profonde, maléfique, comme elle l'est très souvent. Car ces trois États, que sont les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France, sont capables, malgré leur compétition, leur rivalité interne entre eux, sont capables de s'entendre de comment ils vont faire pour dépecer une proie, pour déchiqueter, désosser, dépecer une proie. Ils sont capables. Ils savent converser. Ils savent communiquer entre eux. Ils savent converser, ils savent dialoguer. C'est très important. Ce sont des prédateurs qui sont capables de s'asseoir et se dire oui, on ne s'entend pas peut-être pour d'autres cas à l'intérieur, dans le cadre de nos compétitions internes, mais on peut s'entendre de comment faire pour dépecer cette proie. Donc la France joue le rôle de stabilisateur, de pourrissement dans le Nozo, avec le cortège de morts qui va avec. C'est pour cela que le Nozo n'est pas encore indépendant. Faisons très attention. Très attention. Et tout ce que je viens de citer, tous ces éléments que je viens de citer, partant de la diaspora française qui gouverne en Afrique, partant de M. Biadéja en tête et de sa servitude, partant en troisième plan du franc CFA, partant d'Orange Cameroun et de son pouvoir, partant de Thales, que j'ai évoqué tantôt, mais qui donne la possibilité à toutes ces entreprises françaises de détenir ces pôles de souveraineté. Ce sont ceux qui gouvernent au Cameroun et nul autre. Ce n'est pas le citoyen lambda au Cameroun, non. Le citoyen lambda a donné sa souveraineté à un homme par le biais, entre guillemets, du vote, afin qu'il puisse assurer son bien-être et sa sécurité. Sécurité d'abord et ensuite bien-être, car il y a une hiérarchie. Sécurité et bien-être. Mais, hélas, ce n'est pas fait. C'est pas fait. Donc, effectivement, le Nozo, c'est un point important. C'est pour ça que la France peut se permettre d'afficher le drapeau des sécessionnistes ambazoniens en lieu et place du drapeau du Cameroun sur une de ses chaînes, TV5 Monde. Et ce n'est pas une erreur, c'est à dessein, je le répète. Dernier élément. Pour ceux qui ne le savent pas, le Cameroun est le 4e client africain de l'équipement militaire français. 4e client sur 54 États africains
reconnu par l'ONU, parce que l'ONU reconnaît 54 États africains. Là, le Cameroun est le 4e client de la France en ce qui concerne les équipements militaires de tout type, de tout type. Donc, vous comprenez que dans cette guerre, dans le Nozo, où des pontes du régime camerounais, des hommes en tenue, haut gradé, se sucrent, débloquent l'argent du contribuable camerounais pour, soi-disant, acheter des armes pour équiper l'armée camerounaise, des armes parfois qui n'arrivent presque pas, mais l'argent sort via le biais des détournements massifs. Oui, vous comprenez donc le rôle terrible de la France aussi dans ce genre de choses-là. Oui, c'est très important à savoir. Là, les armements que la France, avec lesquels la France équipe ses États, en l'occurrence le Cameroun, ce sont des armements pour tuer, pour que les Camerounais se tuent entre eux. Se tuent entre eux. Des guerres civiles quasiment. Une guerre civile. Parce que ce sont des Camerounais qui se tuent. Or, un problème qui aurait pu être résolu si on avait à la tête un leadership qui veut s'en aller, parce qu'il s'en ira de manière naturelle ou pas. Un leadership soucieux de laisser un héritage sérieux. Si on avait un tel leadership au Cameroun, la crise dans le Nozo serait déjà résolue. Ça, soyez-en sûrs. Soyez-en sûrs. Car ce leadership aurait réfléchi en termes de stratégie pour s'allier avec des États comme l'AES le fait, afin d'asseoir une certaine souveraineté et prendre des décisions internes fortes. C'est aussi ça la souveraineté. Car il y a deux types de souveraineté. La souveraineté interne que l'État exerce sur ses citoyens et la souveraineté externe, c'est-à-dire, entre autres, empêcher des États extérieurs à s'ingérer dans les affaires internes. C'est ce qu'on appelle la souveraineté externe d'un État. En sciences politiques, du moins. J'ai eu la chance au moins de me former en géopolitique. D'où ma capacité à pouvoir faire cette part des choses, et beaucoup d'Africains aussi peuvent le faire de nos jours. Car Internet est là, les formations sont là. Formons-nous, soyons des citoyens et non des habitants qui parfois sont inutiles. Des habitants au Cameroun qu'on a pendant 40 ans, malaxés, huilés, comment dire, je vais dire quoi, embrigadés dans le tribalisme. Ce poison conçu par le colon, entre guillemets, français, le colon français, le prédateur français, conçu dans les périodes de pré- et post-indépendance par les colons français, insufflé à la diaspora française qui gouverne le Cameroun, afin que cette diaspora-là, comment dire, sophistique encore davantage ce tribalisme pour mieux gouverner, selon la théorie du diviser pour mieux régner. Parce qu'ils vous diront qu'ils ont lu Machiavel. C'est parfois comme une raison, une justification pour eux. Ils ont lu Machiavel, pour bien lu Machiavel. Mais s'il fallait donc que tous les dirigeants lisent Machiavel et fassent souffrir leur peuple, sans leur donner le droit à la santé, qui est un droit de l'homme de base, prioritaire. Les enfants meurent faute de couveuse dans nos établissements de santé publique. Les enfants meurent chaque jour faute de couveuse. Pourtant, on a des jeunes Camerounais qui ont développé, comme premier en Afrique, développé, c'est-à-dire conçu dans le brain, réalisé les couveuses néonatales. AUI, Agence universitaire de l'innovation, à Tchang, et qui ont eu des prix internationaux. Quand on est en état sérieux, on utilise ces valeurs-là pour produire localement et les vendre, les exporter. Mais ce n'est pas le cas. On n'a pas un leadership qui pense au bien-être, car c'est la diaspora française qui gouverne. Je reviens là-dessus, au Cameroun. Quand ce n'est pas nos parents qui meurent sur le lit d'hôpitaux comme des mouches, quand ce n'est pas nos femmes et enfants, bébés qui meurent, faute de couveuse et autres, de premiers soins, c'est les routes qui tuent les Camerounais comme des mouches, au point où le Camerounais n'est même plus sensible à la mort. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà comment on détruit tout un peuple. Voilà comment on détruit tout un peuple. Et les mécanismes de destruction du peuple camerounais sont nombreux. Instrumentalisés par ceux qui dirigent le Cameroun.
Regardez la musique camerounaise. Ça, ce serait l'objet, ce sera l'objet d'une émission prochaine sur notre plateforme. Car nous parlons des choses vérifiables et donc vérifiées. On parle de l'objectivité. Nous sommes dans le pragmatisme et le réalisme. Nous parlons des choses que chacun peut vérifier et constater. Alors, pour sortir de cette deuxième partie et dernière partie, je viens d'évoquer les vulnérabilités internes du Cameroun, au nombre quasiment de 5, qui donnent un pouvoir à la France de se comporter comme elle se comporte vis-à-vis du Cameroun. En affichant en lieu et place du drapeau camerounais le beau drapeau vert ou jaune, bardé d'une étoile, en affichant le drapeau des socialistes ambazoniens. Quelle arrogance, quel mépris, quel acte ignominieux. Mais c'est ça la géopolitique. Il faut l'observer avec froideur et sans état d'âme. Quand j'ai cité ces vulnérabilités, je me rappelle d'un propos d'un littéraire qui disait « Les catastrophes arrivent très souvent lorsque les vulnérabilités rencontrent les aléas. » Lorsque les vulnérabilités rencontrent les aléas, le Cameroun court vers une catastrophe. Car le Cameroun a trop de vulnérabilités, comme je viens de citer. La fin, naturelle ou pas, de la présidence de M. Biya, vu l'âge et tout le reste. Le pays n'est plus gouverné par M. Biya. Ça, c'est une certitude. Avec tous ces éléments que je viens de citer après ça, ce sont des vulnérabilités. Et si, lorsque ces vulnérabilités rencontrent les aléas géopolitiques, la France peut se permettre ce qu'elle fait là. Cette arrogance. Parce qu'elle n'a pas peur. Elle n'a pas peur du Cameroun, la France. Soyez tranquille. Même si d'autres viendront me dire économiquement, la France n'a plus de part de marché, mais elle a des éléments de déstabilisation majeurs. Elle a encore une base militaire au Gabon. Elle a encore une base militaire au Tchad. Et les bases militaires permanentes, s'il vous plaît. Donc, quadrillées du nord au sud. C'est grave. Faisons très attention et réveillons-nous. Réveillons-nous, jeunesse camerounaise, au lieu de passer le temps à se distraire dans les imbécilités de belles familles avec la Côte d'Ivoire, belles familles sur des bases bidons et bizarres. Des choses qui révèlent même du niveau d'état de citoyenneté des habitants du Cameroun. Car la citoyenneté, le niveau de citoyenneté est bas, plus bas que bas. C'est ça. C'est l'expression du manque de formation citoyenne qui fait que les Camerounais, la jeunesse camerounaise en majorité s'égare dans ces futilités, ces bêtises de beaux-frères, belles-sœurs, ceci. On passe du temps dans les réseaux sociaux à s'égarer quand le danger est là, quand on n'a pas de route, quand on n'a pas d'infrastructure routière, aucun. Quand on a créé, le régime actuel a créé à Yaoundé le régime qui gouverne, la diaspora française qui gouverne, a créé une chaîne de télévision pour distraire des Camerounais légers, en position oblique et bientôt horizontale, alors qu'on a besoin des citoyens verticaux dans leur formation citoyenne, bien sûr. Ils ont réussi à quasiment horizontaliser une grande partie de la jeunesse qui, à travers Afrique Média, a cru que bon de penser que vraiment, malgré toutes nos douleurs que nous avons, il y a plus grave ailleurs qu'est la Côte d'Ivoire. Mes chers amis, allez visiter la Côte d'Ivoire. J'y ai été et j'y serai dans quelques jours encore. La Côte d'Ivoire est construite. En termes d'infrastructure, c'est construit. Je ne soutiendrai jamais M. Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, par la manière avec laquelle il a pris le pouvoir. Jamais je soutiendrai cela. Car c'est resté, comme tout Africain sensé, ici quelque part. Je n'ai pas encore avalé cela. C'était une humiliation pour l'Afrique et pour tous les Africains. Mais je me dois de reconnaître par lucidité et objectivité d'analyse et d'observation les réalisations faites en peu de temps par rapport à ce qui a été fait en 40 ans. Je ne dis pas qu'au Cameroun, rien n'a été fait. Mais le potentiel en termes de temps que deux régimes pris dans le même contexte, car la Côte d'Ivoire et le Cameroun sont, selon moi, les deux poumons de la France-Afrique dans le CFA. Ce sont les deux poumons, La France, si elle perd l'un de ces deux pays, alors elle peut oublier l'Afrique et le CFA. Et la francophonie, qui est son soft power, comme le Commonwealth avec la Grande-Bretagne. Oui, le soft power de la francophonie sert la France et permet aux yeux du monde de constater que la France est quasiment encore un empire constitué des États.
Faisons très attention. Donc, sortons de cette imbécilité. Monsieur Ouattara bosse. Parce que même si c'est l'argent de la France, les investisseurs français, marocains, libanais, comme certains aiment le dire, pour se cacher derrière leurs doigts, les Camerounais, bien sûr, et souffrir en silence, parce qu'ils n'ont pas le courage de revendiquer leurs droits, parce que, bien sûr, n'ayant pas de formation citoyenne, comment on fait pour revendiquer? Étant vide, au lieu de se cacher derrière ces prétextes bidons, allez visiter Abidjan. Lorsque je prends Abidjan, je le place là. Je prends Yaoundé, doigts là, je mélange, je les place. En termes d'infrastructure, il n'y a pas match. Je vous le dis. Et toute personne qui visite Abidjan, qui a fait Abidjan, vous le dira. C'est pas une chimère. C'est pas une vue de l'esprit. C'est du réel. Abidjan, c'est la plateforme économique la plus attractive de toute la zone des États africains d'expression française au sud du Sahara. Oui. C'est là-bas que le business se passe. Dans tous ces 14 États-là. C'est elle, la plateforme, le métronome économique. Faisons attention. Donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vais sortir par 2 propositions, au moins, parce que dans les prochaines émissions, on aura d'autres propositions. Solutions face aux vulnérabilités. Jeunesse camerounaise, l'urgence est là. Le temps ne nous attend pas. L'histoire nous regarde. Ceux et celles qui ont compris les enjeux, qui font partie de la frange de la jeunesse camerounaise, qui a compris les enjeux et qui se bat et qui est épris de justice et de paix et bien sûr de bonheur pour un Cameroun développé infrastructurellement, économiquement, sanitairement et autres, cette frange-là doit prendre aussi ses responsabilités. Doit prendre ses responsabilités en luttant, même allant dans les rues pour réclamer. C'est très important. Je lance un autre appel aux hommes en tenue. Aux hommes en tenue au Cameroun. Car je sais que même dans le gouvernement de Biya, il y a des hommes encore intègres. Ils sont peu. Ils sont peu. Même dans l'armée, il y a des hommes intègres, mais ils sont peu. Et dans la gadoue du danger et de la trahison permanente, ils ont peur pour leur vie. Mais je compte sur le courage insufflé par le Créateur de l'univers à ces personnes-là pour nous servir un changement de pouvoir au Cameroun. Pour le bien du peuple camerounais. C'est très urgent. Car si l'homme qui est à la tête du pouvoir du Cameroun aujourd'hui venait à mourir au pouvoir, j'ai peur. Très très peur. Car beaucoup ont gardé les coutelas dans le dos. Ont investi des milliards pour préparer les coutelas. Faisons très attention. Le Cameroun, c'est une poudrière. Si vous n'avez pas encore pu examiner sous cet angle. Faisons attention. Donc, citoyens camerounais, cette frange qui a compris les enjeux, réveillez-vous et travaillez pour un changement au Cameroun. Hommes en tenue, et même dans le gouvernement, ceux encore épris de justice et de paix, d'amour fraternel, travaillez dans ce sens. Il est temps. Il ne faudrait pas qu'on soit surpris par un départ subit, départ par lequel tous les êtres humains sur Terre, moi y compris, passeront, c'est vrai, c'est le dominateur commun de tout être humain vivant. Mais, dans le cas du Cameroun, c'est très dangereux si le chef d'État actuel part de manière subite. Très dangereux. Parce que je tiens à rappeler à ceux de la diaspora, à cette majorité des Camerounais de la diaspora, peureux, je dis bien des gros peureux, qui pendant longtemps ont toujours trouvé le prétexte que non, je veux rentrer au pays, non, c'est parce que je veux aller au pays voir ma famille, voyager sans problème, et qui ont laissé pendant des années M. Biya et sa bande d'amis venir dépenser des milliards, des dizaines et des milliards de francs CFA en Suisse. À ceux-là, je vous rappelle que la nature a horreur du vide. Il y a une frange, c'est-à-dire une proportion minime de Camerounais qui ont compris les enjeux, qui ont compris la nécessité, les enjeux géopolitiques, politiques et autres de ce monde, et du Cameroun en particulier. Ils ont pris sur eux d'aller déloger dans le cadre de ce que j'appelle la grande campagne, la grande bataille de Genève, en 2 phases. Et la deuxième phase a été la bonne, afin de déloger définitivement M. Biya de Genève. Ainsi, l'argent, les milliards qui étaient dépensés à Genève, pour le bien de leurs amis en Occident, une grande partie sera dépensée au Cameroun actuellement. Et c'est une victoire, car depuis lors, M. Biya n'a plus mis pied à Genève. Voilà les actes que moi je félicite parce qu'ayant été acteur physique à Genève,
Il faut tuer la peur à un moment donné. La peur de quand on va pas aller voir les parents. Mais on doit se couper, on doit se sacrifier de certaines choses pour obtenir une certaine liberté. Ne serait-ce que la liberté mentale. Mentale, tout commence là-dedans. Quand vous avez commis un tel acte et le succès qui suit, parce que le succès est clair, évident, factuel, objectif, monsieur Bien ne mettra plus pied à Genève. Oui, je vous le dis. C'est du succès. Et pour le mindset de tous ceux qui ont participé à ce combat, à cette bataille, je vous dis, Ingeta, le combat continue. La proportion donc minime de la diaspora a fait son job. Elle n'a pas attendu que tout le monde vienne se greffer à cela. Elle a fait une partie du job, car c'est une course de cyclisme, et ce n'est qu'une victoire d'étape. Car il y a beaucoup d'étapes encore afin que le Cameroun soit véritablement libéré et prospère, où les fils et les filles du Cameroun ensemble regardent vers une même direction, totalement dénuée du tribalisme, qui est le véritable poison qui empêche la jeunesse camerounaise de recouvrer son destin, de rebâtir son destin. Merci à vous de m'avoir écouté. Bonne journée ou bonne soirée en fonction de votre lieu géographique. C'était votre serviteur. Bye bye. Prochainement, dans le cadre d'une nouvelle émission. Bye bye. Merci.